Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais parler un petit peu du format des vidéos lectures sur ma chaîne. Ça fait à peu près 4 ans que je fais ça et on atteint aujourd'hui la 30e vidéo lecture et je pense que ça va être un peu la dernière vidéo de ce type que vous allez voir ici. Alors je m'explique, pas de panique. Ça fait un moment que je réfléchis un petit peu à faire évoluer mon format, c'est-à-dire que les bilans lecture j'aime bien, c'est intéressant parce que ça me permet de faire des sélections très diverses. Mais aujourd'hui j'aimerais peut-être plus me tourner vers des choses, des posts, des vidéos plus thématiques, type les Rougon-Macquart ou lecture japonaise comme j'ai pu le faire sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que je pense que ça permet de mieux mettre en avant des ouvrages, ce qui est quand même mon but quand je parle de livres et de lecture. Et ça permet aussi de mieux les référencer. Donc je pense que voilà, c'est un peu plus adapté peut-être, je ne sais pas. Et étrangement, les Rougon-Macquart, mes lectures japonaises, c'est aussi des vidéos qui ont eu le plus de retours, où j'ai eu le plus de réactions, j'ai l'impression, sur ma chaîne. Donc ce qui me laisse dire que c'est quand même peut-être la bonne voie à prendre aujourd'hui. Donc voilà, j'ai prévu un peu d'arrêter un peu le format des bilans lecture tel que vous les connaissez aujourd'hui et peut-être juste de les garder à un bilan annuel ou à un bilan semestriel, je ne sais pas trop. Et je pense aussi que je vais un peu plus privilégier les posts sur Instagram. Alors aujourd'hui je fais déjà des stories pour partager un petit peu les piles à lire que j'essaye de me fixer comme objectif à chaque début de mois. Et je suis aussi en train d'essayer de faire un petit peu des posts avec voilà, des photos du livre et quelques commentaires dessus. Bon, je suis un peu en train de tester des choses. Donc pas de panique, je vais continuer à parler un peu de mes lectures et de livres sur internet, mais disons que je vais un peu faire évoluer dans ma façon de faire. Donc je commence avec l'orchestration du quotidien de Juliette Vauclair, design sonore et écoute au XXIe siècle. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre d'un book club, donc les petits avalanchos vont se reconnaître s'ils passent par là. C'est un ouvrage qui s'interroge sur les sons qui entourent notre quotidien, par exemple les sonneries, les alertes, les jingles de publicité par exemple. Et un petit peu quels sont les objectifs de ces sons, pourquoi est-ce qu'on les crée, qui les crée, dans quel but et depuis quand aussi. Donc il y a un aspect un peu, on va dire, à la fois historique, économique je dirais, et peut-être sociologique en tout cas autour de la création de ces bruits. Et vraiment j'ai trouvé que c'était passionnant comme livre, c'est un domaine que je connaissais pas du tout donc j'ai appris beaucoup de choses. C'est très bien fait, vraiment c'est très instructif. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que l'autrice, elle inscrit vraiment son propos dans une réflexion anticapitaliste et en prenant en compte les luttes intersectionnelles. C'est-à-dire par exemple que lorsqu'elle s'intéresse à qui a créé les bruitages et à l'ingénierie du son en général, elle explique que voilà, c'est un domaine qui par exemple est très masculin, où des femmes ont été un petit peu effacées de l'histoire. Elle explique aussi que les sons sont aussi utilisés peuvent être utilisés en fait de façon agressive pour, voilà, par exemple dans des publicités, pour interpeller, mais aussi ça a déjà été utilisé comme moyen, je crois, de répression lors de manifestations. Donc elle parle vraiment aussi de tous ces aspects-là et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc pour une première approche, c'est un bon ouvrage, mais peut-être qu'on peut rester sur sa faim si on a envie d'approfondir certains sujets. Parfois j'avais l'impression qu'elle allait pas au bout de l'idée qu'elle lançait. C'était un petit peu... j'aurais aimé en savoir plus en fait, j'aurais aimé avoir un peu plus de matière parfois. Donc peut-être qu'on peut rester sur sa faim. Je ne sais pas, je crois qu'elle a écrit d'autres ouvrages qui sont peut-être complémentaires de celui-ci, à voir. Mais en tout cas, on va dire pour une découverte, c'est parfait. J'ai lu Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal, donc une autrice camerounaise. C'est un triptyque qui rend compte du destin de 3 femmes qui vont toutes les 3 être confrontées au mariage imposé par leur famille. Donc c'est un livre qui, vous vous en doutez, dénonce le mariage forcé, la polygamie et aussi les violences conjugales, donc des thématiques assez dures. Toutes 3 vont avoir un parcours, un caractère et des réactions assez différentes face à cette situation. Mais dans tous les cas, on va voir qu'elles vont à chaque fois subir les désirs et les choix des hommes de leur famille sans avoir leur mot à dire. C'est-à-dire qu'elles n'ont vraiment aucune autonomie, elles n'ont pas le droit de sortir comme elles veulent, elles sont cloîtrées, elles doivent à chaque fois demander pour avoir de l'argent, elles n'ont pas accès à l'argent du couple de façon libre.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment voir comment les hommes de leur famille vont essayer de monter les épouses d'un même mari entre elles, les unes contre les autres, pour ne pas qu'elles puissent s'allier, pour ne pas qu'elles puissent se soutenir face à lui. C'est vraiment un livre qui contient des moments, des passages très difficiles. Voilà, on parle de violence au sein du couple, de viol, il y a de l'anorexie, enfin, c'est des thématiques assez dures, il faut être averti quand même. Mais je trouve que l'autrice, malgré tout, elle a tenu à mettre un peu d'espoir, c'est-à-dire que elle montre plusieurs moments d'entraide féminine, concrètement, face aux violences que peuvent avoir leurs maris, qui sont pas toujours systématiques d'ailleurs, les 3 histoires sont assez variées par rapport à ça. Mais en tout cas, il y a une forme de sororité, d'entraide qui va se créer à des moments et c'était plutôt chouette de voir ça. C'est un titre qui m'a aussi rappelé 1000 soleils splendides, qui était un ouvrage qui se passait cette fois-ci en Afghanistan et qui racontait un petit peu la même chose. C'était une jeune fille très très jeune de 15-16 ans qui se retrouvait mariée à un homme qui avait déjà une femme plus âgée et une des deux femmes au début déteste la nouvelle épouse et elles vont finalement s'entraider pour faire face en fait à ce mari qui est ultra violent avec les deux. Donc c'était intéressant. C'est une écriture qui est simple, vraiment très accessible et je trouve que c'est très bien comme ça, c'est important parce que pour ce genre de récit, de témoignage, je pense que ça doit pouvoir être accessible à toutes et à tous, ça doit pouvoir être facilement, comment dire, compris, entendu, enfin lu en l'occurrence ici. J'aurais peut-être un léger reproche, c'est que on a 3 personnages, donc avec 3 histoires différentes, même si voilà, elles se recoupent. Mais je trouve pas qu'il y ait une différence nette en fait dans le style d'écriture, dans l'expression, parce que c'est des récits à chaque fois à la première personne, et je trouve pas qu'on ait vraiment une rupture nette entre les 3 protagonistes. Ce serait peut-être le petit reproche que j'aurais à faire, mais ça reste un ouvrage que j'ai trouvé vraiment intéressant et important. J'ai lu Le Maître et la Marguerite de Mikhail Bulgakov, je sais pas comment ça se prononce. C'est un célèbre roman russe du XXe siècle qui s'inspire de Faust. Et on va y suivre des personnages à Moscou qui vont faire la rencontre d'une troupe un petit peu étonnante et qui est menée par un homme très mystérieux qui, on va vite le découvrir, n'est autre que le diable en personne. Et l'un des personnages qu'on va suivre pendant une partie du roman, ça sera Marguerite. C'est une femme qui va signer un pacte, faire un pacte avec Méphisto pour pouvoir retrouver son amant, un écrivain qui a disparu. C'est un roman dense et très complexe pour plusieurs raisons. Déjà, vous avez vu, c'est quand même une petite brique le truc. Ensuite, il y a beaucoup de personnages. Il faut savoir qu'en russe, les personnages, ils sont désignés de plusieurs façons. Je crois que c'est leur nom, prénom, surnom, deuxième surnom, je sais plus exactement, mais pour chaque personnage, un personnage peut avoir 3-4 désignations différentes dans le roman. Donc quand il y a 2 personnages, ça va, on finit par trouver qui est qui, mais plus les personnages il y a de nombreux personnages qui se déploient, plus on est perdu en fait. Et ça c'est assez compliqué et c'est important de le prendre en compte quand on se plonge dans la littérature russe, parce que ça peut surprendre. Ensuite, il y a 2 lignes temporelles différentes dans ce roman. Il y a une ligne temporelle dans la Russie du XXe et une ligne temporelle dans l'Antiquité. C'est vraiment pas très explicite au début parce que j'ai mis un moment avant de comprendre que la ligne temporelle dans l'Antiquité ce n'était pas un rêve mais bien l'histoire en parallèle. Du coup j'étais complètement perdue au début, je me suis dit mais je comprends pas pourquoi il y a ça. Enfin, vraiment ça n'a strictement aucun rapport avec ce qui se passe en plus à ce moment-là en Russie, enfin, c'est très bizarre. Bon, vous vous doutez bien que s'il y a 2 lignes temporelles en parallèle, c'est qu'elles finissent par avoir un lien, entre les deux, donc qui se trouve plutôt vers la fin du roman. Mais au début, ouais, c'était dans ma tête, c'était pas clair du tout. Ensuite, il y a beaucoup de références historiques et religieuses. Il y a notamment dans le roman une grosse critique de la censure du régime russe de l'époque. Et ça, je suis passée à côté pendant un moment du roman avant de commencer à me renseigner sur ça. Ce que je retiens néanmoins, c'est que voilà, c'est un roman qui dénonce en fait, qui défend la liberté des artistes à pouvoir s'exprimer comme ils et elles le souhaitent, et qui est aussi un petit peu anticonformiste. Mais ça, par exemple, si on n'a pas le contexte, on peut pas le deviner. Il n'y a pas de note qui explique ça dans le roman, il faut vraiment aller le chercher à côté. Et enfin, globalement, c'était une lecture qui était assez pénible, assez fastidieuse. Je trouve que moi, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans la première partie. C'était pénible, c'était lent. Globalement, les passages qui ont le plus retenu mon attention, c'est les passages un petit peu fantastiques, où il se passe des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire, et là par contre, c'est très fort, vraiment, mon attention était vite captée, j'étais vraiment plongée dedans. Mais le reste, c'était pénible. Je trouve que la deuxième partie, ça allait un peu mieux, parce qu'il y a plus de fantastique, justement, mais globalement, je pense que je suis passée à côté de ce roman, malheureusement. Alors bon, j'ai fait une grosse erreur, hein, c'est-à-dire que moi, je me suis lancée dans ce roman sans rien regarder avant dessus, ce qui n'était pas du tout la chose à faire pour ce roman-là.
pense qu'il faut avoir un peu une idée du contexte historique, de savoir un peu qui est Bulgakov aussi, c'est important je pense. Pas hésiter aussi à se faire une petite liste des personnages ou un tableau qui les répertorie pour savoir à chaque fois qui est qui, parce que bah, ça aussi on peut vite s'y perdre, mine de rien, c'est pas évident. Ouais, donc si jamais vous voulez lire, posez-vous un petit contexte avant parce que ça peut être un peu abrupt. En plus j'en ai parlé à personne, j'ai vraiment lu ça dans mon coin tranquille en regardant un petit peu des fois le Wikipédia du bouquin parce que pour un peu voir où j'en étais, parce que c'est vrai que c'était assez particulier. Mais je suis quand même contente de l'avoir lu parce qu'il y a quand même des passages que j'ai appréciés. Je comprends pourquoi c'est un roman qui est aussi plébiscité, autant plébiscité. Et voilà, en tout cas ça m'apprendra à me lancer dans un truc comme ça sans trop regarder avant. Je le fais jamais en général pour vraiment avoir une forme de complète découverte, mais il y a des romans où c'est quand même nécessaire, je pense. J'ai lu Nana de Zola, donc qui est la suite de l'Assommoir. Alors pas du tout, la suite de l'Assommoir c'est une page d'amour, et ensuite, après une page d'amour, vient donc bien Nana. Puisqu'on va suivre directement Nana, la fille de Germaine Lantier, donc qui était l'héroïne de l'Assommoir. C'était une entrée dans le roman qui a été difficile pendant, je dirais, les 50-100 premières pages peut-être. Je sais pas, je l'ai laissé presque un mois avant de reprendre, c'était lent, il y avait beaucoup de personnages, j'avais l'impression qu'il se passait pas grand chose. Après ça a été beaucoup mieux, et j'ai finalement beaucoup apprécié ce roman. Donc dans cette histoire on va suivre Nana, qui est une femme un peu frivole, c'est une actrice vraiment de seconde zone, mais qui réussit grâce à sa beauté qui fascine vraiment les hommes. C'est quelqu'un qui peut sembler très superficiel en fait, c'est-à-dire qu'elle prend et elle jette, que ce soit les objets du quotidien, voilà, les meubles, la nourriture ou autre, mais aussi dans sa vie amoureuse avec les hommes. Elle mène un train de vie vraiment débordant. Voilà, on a des montagnes de nourriture gâchée, de fêtes, de vêtements, d'objets luxueux, ça déborde dans tous les sens, c'est vraiment une orgie, vraiment, c'est vraiment le terme je pense pour le coup. C'est une femme qui est clairement vénale, c'est-à-dire qu'elle utilise les hommes pour s'approprier leur argent et financer son train de vie à elle. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans ce roman, c'est que sans jamais dénigrer le comportement très questionnable de Nana, Zola ne tombe jamais dans la misogynie à dire voilà, une femme vénale qui ne s'intéresse aux hommes que pour leur argent. Il tombe jamais dedans, et au contraire même, Zola il prend en compte cet aspect-là du personnage et il décrit aussi les contraintes patriarcales auxquelles elle est confrontée, elle, mais aussi les autres femmes de son entourage, avec un regard vraiment très lucide pour l'époque et très impressionnant. Je me demande quand même si Zola n'a pas travaillé sur des travaux féministes qui existaient à l'époque, hein, parce qu'à l'époque il y avait déjà des journaux, des revues féministes qui pouvaient sortir, alors de façon bien entendu je pense très restreinte, mais peut-être qu'il s'est inspiré de ça, parce que franchement je n'arrive pas à croire qu'il puisse avoir un regard aussi lucide sur la situation. Donc voilà, parce qu'il dénonce, il a un regard lucide, je dis qu'il a un regard lucide parce que voilà, il dénonce des violences conjugales, des mariages qui sont imposés, qui sont forcés, mais aussi il parle de l'avortement. Le personnage de Nana dit littéralement qu'elle aimerait pouvoir disposer de son corps comme elle l'entend en fait, sans avoir le risque d'une grossesse. Je trouve quand même que pour l'époque c'est très fort d'écrire ça. Et Nana d'ailleurs jusqu'à la fin du roman c'est un personnage qui restera libre finalement puisqu'elle ne se mariera jamais, elle gardera toujours une forme d'indépendance. Un autre aspect du roman que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que le personnage de Nana, c'est un personnage qui vient d'un milieu social très pauvre, hein, on le sait avec l'Assommoir, son père était charpentier, il est mort à cause de son alcoolémie, sa mère était blanchisseuse, elle a fini par mourir sous un escalier parce qu'elle mourait de faim et de maladie sans doute, donc des fins horribles. Et pourtant Nana dans le roman elle dit qu'elle ne rejette jamais ses origines, et en fait ce que le roman semble décrire c'est que Nana elle sent bourgeoise, mais pour se venger en fait, pour venger sa classe sociale initiale, et en fait en quelque sorte elle exploite les bourgeois, tous les hommes avec qui elle va avoir des relations sont des bourgeois, voire même des aristocrates. Par exemple elle va pendant un moment avoir un amant qui s'appelle le comte de Muffat qu'elle va ruiner, le comte Muffat pardon qu'elle va ruiner. Donc c'est un peu une forme de vengeance en fait, elle mène un train de vie débordant, elle exploite les autres pour prendre leur argent, pour se venger de ce qui est arrivé en fait à sa famille. Et ça je trouve que c'était assez intéressant, et ça fait aussi un parallèle avec un autre roman des Rougon-Macquart, La Curée, le deuxième roman qui parle justement, pareil, qui garde aussi ce côté un peu débordant, ce côté fête, ce côté, voilà, il y a un personnage féminin qui est le personnage principal, ici c'est Nana, dans La Curée c'est René, et ces deux personnages voilà, qui
qui sont complètement tout le temps dans la fête, dans le débordement, pour des raisons complètement différentes, mais j'ai trouvé que ça faisait un peu un rappel assez intéressant à ce roman-là. Donc j'ai beaucoup... je trouve vraiment que Nana c'est un roman très intéressant. Bon, à chaque fois je suis impressionnée par ce que fait Zola, mais celui-ci en particulier est vraiment à part dans sa catégorie, je trouve. Je termine par Désirer à tout prix de Thelma Desta. Donc c'est un essai qui s'intéresse un petit peu aux conséquences de la révolution sexuelle de mai 68. Dans une première partie, l'auteur va un petit peu nous expliquer les conséquences de cette révolution sexuelle et nous montrer comment finalement elle n'a pas profité tant que ça aux premières concernées. Il va parler un petit peu du devoir en fait, du devoir sexuel, du fait que de ne pas se sentir légitime, normal entre guillemets, à refuser ou à limiter sa sexualité. Il explique que la non-sexualité aujourd'hui c'est quelque chose qui est encore très pathologisé, qu'on cherche aussi à rentabiliser beaucoup la libération sexuelle, voilà, avec tous les marchés, les produits qu'on peut vendre autour de ça. Dans un deuxième temps, l'auteur il va un petit peu nous inviter à se détacher de la vision de la sexualité qu'on a, et notamment du rapport sexualité-amour, comme si c'était deux entités inséparables. Et justement, nous inviter à célébrer d'autres formes d'amour. Donc pour ça, il prend un peu son expérience à lui, mais aussi à celle de ses proches. Ce que j'aime bien aimer, c'est qu'il prend à aucun moment une position de, culpabilisante ou autre. Disons qu'il essaie, et qu'il est conscient aussi de ne pas forcément apporter une solution prédéfinie à ça, pour faire face, entre guillemets, à tout ce que la société actuelle impose. Mais voilà, il essaye un petit peu déjà de tenter une première approche du sujet, et je trouve que c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui on est quand même dans un modèle de société très libéral et qui nous culpabilise énormément lorsqu'on ne correspond pas aux standards, à la sexualité qui est montrée et qu'il faudrait parfaitement respecter, entre guillemets. Mais plutôt, ici c'est un roman qui permet un peu de se détacher de cette vision-là, justement, de cette vision très unilatérale et de voir autre chose et d'arrêter de culpabiliser face à ça. Je trouve qu'on parle encore trop peu de ce sujet-là, que la société est vraiment très sexualisée, qu'on rapporte beaucoup de choses à ça, comme si c'était indispensable dans la vie de chacun et de chacune, et je trouve ça bien qu'il y ait des ouvrages qui sortent comme ça pour un peu nuancer cette vision, pour apporter autre chose, d'autres possibilités, d'autres vécus, donc c'est déjà une bonne chose. Et par ailleurs, les éditions, c'est les éditions de la collection Sur la table, donc je crois que c'est les éditions de Victoire Toyon, si je dis pas de bêtises. Je trouvais que c'était très bien mis en page, c'est-à-dire que voilà, il y a des titres qui sont mis en valeur comme ça, avec beaucoup de place sur la marge pour écrire si on a envie, pour prendre des notes par exemple, et j'ai trouvé que c'était plutôt agréable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu ces livres ou si vous avez des recommandations à me faire. On se retrouve donc sur cette chaîne peut-être plus tard sur d'autres nouveaux formats, et en attendant vous pouvez me trouver sur Instagram où je poste régulièrement des stories et des publications à propos des livres que je suis en train de lire ou que j'ai lus. Et d'ici là, portez-vous bien, à la prochaine, salut!